Bonjour à tous, Emmanuelle Dancourt, je suis journaliste. À mes côtés, deux grands hommes. Je vais vous les présenter. Juste à côté de moi, le professeur Denis Safran. Alors le professeur Denis Safran, il a une carrière en hôpital avec une spécialité qui est l'anesthésie-réanimation. Toute une carrière parisienne dans des hôpitaux parisiens. Et puis quand l'hôpital européen Georges Pompidou a été créé, c'est lui qui a pris la tête du service de réa. Ça, c'est son premier bureau. Enfin, c'était parce qu'aujourd'hui, vous l'avez quitté l'hôpital. Premier bureau. Un deuxième bureau auprès du préfet de police de Paris. Et un troisième bureau auprès du ministre de l'Intérieur, puisque Denis est conseiller, médecin conseil pour le Premier ministre et pour le préfet de Paris. Donc c'est bureau numéro 2, place Beauvau, numéro 3, quai des Orfèvres. Et puis un bureau plus volant, qui est celui de médecin-chef de la BRI. Donc la BRI, vous savez, c'est cette unité d'élite de la préfecture de Paris, qui est notamment intervenue lors de l'attentat à l'Hypercacher. Denis Safran y était. Et évidemment, au Bataclan, il y a 4 ans, Denis Safran est le premier médecin qui est entré au Bataclan. Il est invité aujourd'hui pour traiter avec nous ce thème, comment agir en responsabilité dans l'urgence et l'inédit. Juste première intervention, Denis, l'urgence et l'inédit. Je crois que ça résume assez bien le fil de votre vie. Oui, merci de cette présentation élogieuse qui choque un peu ma modestie. Je suis qu'un médecin et j'essaye d'exercer mon métier effectivement dans différents domaines. Il est vrai que j'ai eu à agir dans des circonstances très particulières, très surprenantes, en n'étant probablement pas préparé. On ne se prépare jamais à des horreurs comme ça, heureusement. Et il faut s'adapter, il faut continuer à travailler, il faut exercer son métier. Il ne faut pas oublier son éthique professionnelle, ses engagements envers la déontologie, dans une activité très particulière, mais je pense que nous en reparlerons. On en reparlera effectivement. Le général Renaud de Malocène est avec nous aussi. Alors évidemment, quand on est général, ça indique qu'on a eu une belle carrière militaire, quand même, sur plusieurs théâtres d'opération. Je vous appelle général ou je vous appelle Renaud? Je fais quoi? Comme vous voulez. Bon, ce sera Renaud. Ce sera Renaud et Denis. Voilà. Donc plusieurs théâtres d'opération, notamment le Kosovo, mais pas que, militaires de montagne, hein. Ça se voit sur la photo. Là, je vous parlerai de leur livre après. Et puis, vous êtes passé, vous aussi, par un drame, alors un drame militaire, quelque part un drame pour la France aussi. Est-ce que ça vous parle comme ça, 2005, l'affaire Firmin Mahé? Est-ce qu'il y en a à qui ça rappelle quelque chose? On en discutait tout à l'heure, on a tous oublié. Lui, il n'a pas oublié, je vais vous dire. On est le 13 mai 2005 en Côte d'Ivoire. Donc à l'époque, vous êtes le général adjoint de la force Licorne, qui est la force française qui est déployée en Côte d'Ivoire depuis quelques années, hein, déjà. 2002, c'est ça? 1961, à la présence de la France en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais, et vous, il y a un de vos sous-officiers. Je vais vous laisser le raconter, Renaud, ce qui s'est passé. Ouvrez bien vos oreilles, vous n'allez jamais le croire. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour des raisons simples. Nous avons un accord de défense avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que nous intervenons si la situation devient dramatique en Côte d'Ivoire, ce qui était le cas à l'époque. Et au moment où la France renforce son intervention, le pays est coupé en deux. Il subit une partition avec des rebelles venus du Burkina Faso qui ont très progressivement envahi la moitié du pays et ont tenté de s'emparer du pouvoir. Et donc le Sud est en guerre contre le Nord. Et dans le Nord, ce sont ce qu'on appelle les coupeurs de route. C'est un mot très gentil pour dire les assassins violents et sanguinaires qui tuent essentiellement des civils, femmes, enfants, vieillards, femmes enceintes, sans aucun, à la machette. Et Firmin Mahé est l'un de ces coupeurs de route. Firmin Mahé est l'un de ces chefs de bande dans le Grand Ouest, Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire. Hein, bien connu de l'armée, voilà. Et l'armée arrive à l'attraper. On a réussi à l'attraper. Il a été protégé par son ethnie et relâché par le procureur de son ethnie, puis rattrapé une deuxième fois. Et cette fois-ci, nous l'avons, on pourra en reparler sans doute à tort d'un point de vue éthique, mais nous l'avons liquidé.
Et nous avons, grâce à ça, sauvé des centaines et des centaines de personnes. J'ai fait des calculs sommaires à 3 ou 4 par semaine, 1 an de pacification complète dans une zone grande comme la Bretagne. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà, nous l'avons liquidé, mais en faisant cela, on s'affranchissait de la loi, mais par contre, on obéissait à une loi supérieure. On pourra peut-être y revenir. Alors, quand vous dites que vous l'avez liquidé, il faut quand même peindre l'opération, enfin la scène. Firmin Mahé est fait prisonnier par l'armée française. Il est blessé, donc il est dans une ambulance, on l'emmène à l'hôpital parce qu'évidemment, il faut le soigner. Et là, arrive un ordre de très haut, disant aux sous-officiers qui sont dans l'ambulance, il ne faut pas qu'il arrive vivant à l'hôpital, m'avez-vous bien compris? Et donc on ordonne à un sous-officier de faire quelque chose qui est totalement interdit, c'est-à-dire de tuer un prisonnier blessé. Il va le faire, ça va être horrible, il va l'étouffer avec un sac en plastique pour pas laisser de traces. Enfin, c'est vraiment, quand vous le racontez, c'est raconté de manière dépassionnée et très, très sobre, mais cet homme-là, on sait qu'il a tué des centaines et des centaines d'enfants, de femmes enceintes, de civils, etc. Donc c'est aussi une manière de l'empêcher de continuer, c'est ce que vous racontez. Et vous avez été impliqué là-dedans, parce qu'il y a eu plusieurs... Au moment où l'affaire a éclaté en France, et les événements avaient déjà 6 mois, le sous-off était déjà en prison depuis 6 mois, vous, en tant que général adjoint, d'autres généraux ont payé aussi, et vous avez même quitté l'armée en 2009. Oui, je ne voudrais pas revenir sur l'ordre, parce que ça m'obligerait à faire ce que j'ai fait devant la cour d'assises de Paris, c'est-à-dire à dénoncer. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la question de la dénonciation et je n'ai pas voulu dénoncer celui qui a donné l'ordre. Mais en tout cas, ce n'est pas moi, ça c'est sûr. Et même j'ai été mis au courant de cet assassinat. Si c'était un assassinat, pour moi c'est une liquidation. Le lendemain des faits, donc c'était trop tard. Néanmoins, j'ai énormément réfléchi à cette question. Oui, c'est un assassinat. Oui, on s'affranchit de la loi. Oui, on ne doit pas tuer quelqu'un qui est blessé. Oui, tout ça c'est vrai. Et en plus, dans nos mains, prisonniers, donc il n'est plus dangereux. Donc il ne fallait pas le faire. Il fallait faire autrement. La question, c'est comment. Et ça, c'est plus compliqué. Aujourd'hui encore, je ne regrette pas que cet assassin ait été liquidé. Mais là, on fait référence à des lois qui sont très très supérieures, qui ne sont pas inscrites ni dans la Constitution, ni dans les règles d'engagement avec lesquelles nous travaillons, mais qui sont d'ordre supérieur en ce sens qu'elles visent à protéger le plus faible. Et quand le soldat se trouve confronté à la possibilité soit de maintenir en vie un assassin dont nous avons photographié les victimes, photos qui ont été données aux juges et aux jurés en cour d'assises, ou protéger des femmes enceintes découpées à la machette, eh bien, que faut-il faire? Pour ma part, je ne regrette pas. Alors, il aurait pu aller en prison et être jugé aussi. C'est tout le thème. Hein, c'est tout le thème. Quelle responsabilité en situation d'urgence et inédite? Voilà, là, on est vraiment dans l'urgence et dans l'inédit. Il y a des décisions qui ont été prises extrêmement rapidement. On verra, ça c'est vraiment un traceur commun entre vos deux histoires. La rapidité des faits et puis la différence entre ceux qui sont sur le terrain de guerre, parce que le Bataclan c'était un terrain de guerre, hein, on en reparlera. Ceux qui sont sur le terrain de guerre et qui doivent prendre des décisions en 2 secondes. Et puis là-haut, les gens qui ont un peu plus le temps de réfléchir, les intellectuels, comme vous dites. Ce qui rejoint la question de la responsabilité du haut en bas de l'échelle et qui est commune à tous. C'est-à-dire qu'on n'exerce pas la même responsabilité, mais une réelle responsabilité à tous les niveaux. Vous faites quel lien, vous, Renaud, entre la responsabilité et le courage? Je m'excuse. Oui, parce que le courage doit s'exercer à tous les niveaux de responsabilité. Et l'homme d'action, ce sous-officier qui malheureusement a fait presque 7 mois de prison ferme, enfin de prison préventive, mais prison quand même, lui, il avait du courage physique. Lorsqu'il a reçu cet ordre, il a tremblé, il est devenu tout blanc. Mais il a exécuté cet ordre parce qu'il savait qu'il avait en face de lui. Mais au-dessus, il y a des personnes qui exercent une autre responsabilité qui est d'abord celle de donner des ordres et ensuite de les assumer, et ensuite, à un niveau très supérieur, d'engager le soldat. Ça, c'est l'homme politique qui engage le soldat. Et à partir du moment où on engage des soldats, on sait qu'on rentre dans des situations extrêmement complexes, celle à laquelle vous avez été confronté au Bataclan, et où les choses ne sont pas blanches et noires, mais elles sont souvent grises, et là, il faut agir dans l'urgence. Et donc, l'homme politique qui engage ses soldats doit savoir, et doit l'assumer, exercer toute sa responsabilité sur les risques de l'action qu'il engage.
Denis, sur cette question de responsabilité et de courage, si on prend le seul exemple du Bataclan, après on parlera plus largement hein, de ce que vous avez fait d'autres, vous l'analysez comment 4 ans après? Oh, il n'est pas question de courage, là, à ce moment-là, vous savez, on fait un job, comme on dit, on est pris dans l'action, on entre dans une espèce... enfin, je pense que chacun réagit à sa façon, moi je vais vous dire comment j'ai réagi. On entre dans une espèce d'effet tunnel, mais un effet tunnel bénéfique, hein, pas l'effet tunnel maléfique qui vous rend incapable d'action. On rentre dans un effet tunnel où il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est la mission et de faire ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire de prendre en charge les victimes et d'essayer d'en sauver le maximum. Il faut se rappeler, parce qu'aujourd'hui on connaît toute l'histoire, mais au moment où vous rentrez, vous, premier médecin au Bataclan, les terroristes sont encore à l'intérieur, et c'est vous qui découvrez l'horreur des blessés et des morts, et des survivants aussi totalement choqués. C'est vrai. C'est vous qui arrivez, qui devez faire le premier, comment dire ça, le premier inventaire et prendre des décisions en 2 minutes, même pas. Ben, quand on arrive au Bataclan, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Enfin, on sait qu'il y a des terroristes qui ont tué de très nombreuses victimes. On voit les premières victimes sur le trottoir. Ils ont commencé à tirer avant même que d'entrer dans le Bataclan. Et quand nous entrons, nous savons qu'à l'intérieur, il y a des terroristes. On ne sait pas combien il y en a. On ne sait pas où ils sont, parce que je vous rappelle qu'ils ont quitté la Seine et qu'ils se sont réfugiés. À ce moment-là, on ne sait pas où. On ne sait pas si le bâtiment est piégé, c'est-à-dire s'il ne risque pas d'exploser à tout instant. Et nous arrivons dans ce véritable paysage d'apocalypse où on voit des dizaines de gens blessés, terrain des de gens guerre, morts, à cheval sur les fauteuils, dans des positions grotesques parce qu'ils ont été tués alors qu'ils essayaient de se sauver. Évidemment, il faut très vite analyser la situation, le plus vite possible, tout en réfléchissant à des solutions. L'objectif, c'est de sauver le maximum de gens. C'est tout, c'est le seul objectif. Alors, il y a plusieurs moyens de les sauver. Dans ce type de situation, les militaires le savent bien. La première chose à faire, c'est d'organiser l'extraction des victimes. Il n'est pas question, surtout lorsque vous êtes le seul médecin dans cet endroit-là, de commencer à pratiquer des soins sophistiqués, faire du massage cardiaque, poser des perfusions ou autre. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, ce serait contre-productif. Peut-être que vous allez sauver une personne en laissant mourir des dizaines autour. Donc l'objectif, c'est d'organiser l'extraction. Donc très vite, il faut avoir une vision un peu de la géographie du lieu, des forces en présence, et puis des gens qui vont pouvoir vous aider à faire cette extraction. L'extraction, c'est quoi? C'est sortir les gens très rapidement en essayant de faire quelques gestes d'extrême urgence, hein, comprimer une hémorragie, par exemple, et de sortir les gens, de les mettre à l'abri d'abord du danger, du surattentat toujours possible, l'explosion par exemple, et de pouvoir les confier le plus rapidement possible au dispositif de secours qui est en dehors de la zone sécurisée. Il faut les transporter jusque-là très rapidement pour qu'ils soient pris en charge par des professionnels de l'urgence. Voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise des barrières de sécurité pour faire des brancards. C'est comme ça que voilà, on organise cette urgence. C'est à ce moment-là, quand tout ça est arrivé, vous aviez déjà un certain âge, tous les deux, chacun dans vos histoires, avec une certaine carrière aussi. C'est à ce moment-là que tout ce que vous avez accumulé d'expérience, de sagesse aussi, de savoir, ressort en quelques secondes. Je me demande si c'est vrai pour vous aussi, Renaud, parce que finalement, vous vous êtes retrouvé victime collatérale d'une action dans laquelle vous n'étiez même pas, jugé vous aussi, mis au banc. On doit, d'ailleurs, c'est tout ce que vous faites dans ce livre qui réfléchit, qui prend beaucoup de hauteur par rapport à ces événements qui datent de 2005, ça commence à dater un peu. Vous avez une vraie réflexion éthique, philosophique aussi. On avait du saint Thomas d'Aquin tout à l'heure avec Bruno Le Maire. Vous voulez du saint Thomas d'Aquin, vous allez en avoir. En même temps, ça se lit très bien, je vous rassure. Mais vous avez pris beaucoup de hauteur pour réfléchir à ce que c'est que l'engagement, le courage, la responsabilité. Et puis à quoi ça a servi finalement toute cette carrière, si c'est pour me faire débarquer, mettre à Lyon dans un placard, et puis finalement partir. J'ai pas dit que Lyon était un placard. Attendez, je suis en train de réfléchir à ce que je viens de dire. Hein, on est... En fait,
toute ma carrière, toute ma vie, j'ai réfléchi au pourquoi. On a beaucoup parlé de la question du sens. Au sens, qu'est-ce qui fait sens pour un soldat? Voilà, la question du sens de notre action, de ma vie, de mon métier. Très jeune, je suis parti au Liban sous le drapeau de l'ONU et je me suis vraiment, quand je suis rentré, j'étais très bouleversé parce que... Parce que l'ONU n'a pas le droit de tirer. Parce que l'ONU n'a pas vocation à résoudre les problèmes. L'ONU est un casque bleu, c'est une cible. Elle a vocation à placer des soldats, et je suis très sévère, mais se donner bonne conscience. Ouais. Mais un soldat que l'on place dans des situations très difficiles et qui n'est là que pour se donner bonne conscience, c'est un soldat qui est très mal à l'aise parce que ce n'est pas du tout sa vocation. Sa vocation est de servir, et notamment servir les plus faibles, avec ses moyens, certes. Oui, c'est vrai que cet événement a bouleversé ma vie, puisque j'avais l'espoir ou d'autres responsabilités. Dieu merci, j'ai pu exercer dans le civil après, pendant 7 ans, des responsabilités absolument exceptionnelles. Et je suis très heureux de voir que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui m'ont côtoyé à ce moment-là et qui m'ont redonné le goût de vivre et d'agir. J'étais dans le médico-social. C'est une autre forme de service et c'était très important, ça a été très important pour me reconstruire. Il y a quelqu'un que vous citez, mais auquel on pense bien avant que vous le citiez dans le livre, c'est Élie de Saint-Marc, dont vous vous inspirez beaucoup. Moi, ça m'a fait penser aussi à quelqu'un d'autre qui est venu aux entretiens de Valpré. Pour ceux qui connaissent bien les entretiens de Valpré, on a eu plusieurs années l'amiral Lajousse qui était là, qui était le numéro 3 de la marine à l'époque, qui était le DRH de la marine. Cet homme-là, il a terminé DRH de la marine, numéro 3. Juste en partant, il a été nommé DRH de l'année pour la France. C'est un homme qui a quand même été mis au fer parce que depuis son sous-marin, il a refusé de tirer sur des enfants soldats sur je ne sais plus quelle côte. Il a désobéi et on l'a puni pour ça. Ça ne l'a pas empêché de faire une carrière derrière. Ça laisse un petit peu d'espoir par rapport à votre histoire, je trouve. Non, mais j'ai conservé l'espérance, si ce n'est l'espoir à ce moment-là. Mais cette époque qui était très douloureuse m'a permis de mettre sur le papier ma réflexion. Et c'est cette réflexion que je livre en ayant fait en sorte qu'il n'y ait dans cette réflexion aucune aigreur, parce que à l'époque j'étais quand même très blessé, et que ce soit une réflexion qui porte vers le haut, et notamment sur le thème que vous travaillez aujourd'hui et qui est passionnant, le thème de la responsabilité, et de la responsabilité effectivement illimitée, parce que l'homme sur le terrain, notamment dans le milieu militaire, mais sur le terrain civil, c'est à mon avis pareil, notamment quand il faut sauver des entreprises ou sauver des emplois et puis faire grandir son entreprise. Eh bien, l'homme sur le terrain, il a une responsabilité illimitée, il a presque pouvoir de vie et de mort. Pas de mort, heureusement, mais sur ces hommes, en tout cas dans l'armée, on l'a. Denis, je précise qu'il est colonel dans la réserve, Denis, pour info. Denis aussi, il a pouvoir de vie et de mort sur les gens qui arrivent. Quand vous étiez à l'hôpital Pompidou, vous êtes quand même chef du service, enfin patron de tout ce qui est anesthésie et réanimation, c'est quand même très central. Et vous avez même réussi, après beaucoup d'abnégation, d'engagement, à créer un service pour les polytraumatisés. Il faut quand même rappeler que Pompidou, quand ça a été fait, il n'y avait pas d'hélicoptère qui pouvait atterrir à Pompidou. C'était l'hôpital du XXIe siècle sans hélicoptère. Donc vous avez eu des batailles autres que le Bataclan et l'hypercacher, des batailles aussi parce que, en tant que médecin responsable, enfin, à un moment, il faut prendre les mesures, quoi. Et c'était aussi dans la vie de tous les jours. C'était pas juste sur des théâtres d'opération qui nous ont tous marqués. D'abord, le métier de réanimateur, c'est un combat quotidien. Hein. C'est un combat quotidien contre la mort. Les gens qui arrivent sont dans un état précaire. Malheureusement, de nombreuses années dans ma carrière, ça a été aussi un combat contre l'administration, je dois le dire, que j'ai mené absolument sans aucune vergogne et avec le maximum d'efficacité. Ouais. Il y a du culot, il y a de l'engagement, et voilà. Pour le reste, vous voulez... Ce qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, parce que l'administration a compris que les médecins avaient un certain pouvoir. Je vous rappelle quand même que quand vous venez à l'hôpital, vous ne venez pas voir le directeur de l'hôpital, vous venez voir un médecin pour qu'il vous soigne. Donc ça, c'est quand même un pouvoir important. Mais ils ont compris qu'on pouvait être extrêmement embêtant et agressif. Et aujourd'hui, je ne pourrais probablement plus mener ces luttes avec le même succès,
pour organiser un service effectivement qui reçoit des polytraumatisés à toute heure du jour et de la nuit, y compris par hélicoptère quand c'est nécessaire, même si on n'a pas prévu une piste d'atterrissage sur l'hôpital. Mais quand vous êtes aussi, tout ce travail que vous avez encore de conseiller médical auprès du Premier ministre et auprès... Du ministre de l'Intérieur. Du ministre de l'Intérieur, pardon, excusez-moi, ça va venir le Premier ministre. Auprès du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, c'est une sacrée responsabilité aussi. C'est un poste que vous avez créé un peu. Il s'est un peu fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'être conseillés sur des affaires à très court terme ou à plus long terme. Là aussi, vous avez une sacrée responsabilité parce que finalement, vous êtes leur seul référent à ces hommes-là et à ces services-là. La sécurité intérieure, c'est assurer la sécurité du citoyen. Et quand la sécurité du citoyen est menacée, malheureusement, ça se termine souvent par une action médicale. Donc il y a un lien, il m'est apparu, il y a de nombreuses années, qu'il y avait un lien étroit entre la sécurité intérieure et le système de santé, et je me suis attaché à démontrer qu'il y avait un lien effectivement, et c'est comme ça qu'on m'a sollicité pour venir au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de police. On voit bien que quand il y a des grandes manifestations, il y a des blessés de part et d'autre, qu'il y a une organisation sanitaire pour la prise en charge de ces blessés. Puis il y a tout un tas de problèmes qui sont à la frontière entre la sécurité intérieure et la sécurité sanitaire et la sécurité médicale, et que je pense que le ministre de l'Intérieur, comme le préfet de police, dans ces situations, ont besoin d'avoir l'oreille d'un professionnel, eux qui sont profanes dans la matière. Alors pareil, le poste de médecin de la BRI, c'est vous qui l'avez créé. Vous avez réussi à faire comprendre qu'un médecin, ce serait pas mal si un soldat était blessé lors d'une intervention. Il n'y a pas eu que l'hypercachère et le Bataclan. Il y a tout un tas d'opérations. Vous insistez pas mal, notamment sur les... à 6 h du matin, quand vous allez voir les dealers dans les banlieues, vous les citez à 6 h du matin, vous en êtes. Hein, vous montez vos 15 étages à pied pour pouvoir réagir. Oui, encore, oui. Et encore, pour pouvoir réagir s'il arrive quoi que ce soit. Là aussi, ça engage votre responsabilité. Mais alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans votre livre. Vous dites ma première responsabilité, c'est de rester à ma place. Et oui, parce que, vous savez, quand on travaille dans ce genre d'unité, on est en symbiose totale avec ce que nous appelons les opérateurs, c'est-à-dire avec les policiers, mais il ne faut surtout pas se prendre pour un policier. Hein. Nous sommes, enfin, je reste médecin, comme mes camarades médecins qui travaillent là, nous restons médecins, nous devons continuer à agir avec, comme je le disais tout à l'heure, l'éthique médicale adéquate, en respect du code de déontologie. Donc il ne faut pas se prendre pour un policier, il faut rester médecin. De même que les policiers ne doivent pas se prendre pour des médecins. Donc chacun a sa place, chacun son métier. L'objectif, c'est d'apprendre à pouvoir le faire bien ensemble. Et c'est bien pour ça que les médecins sont totalement intégrés dans les colonnes d'assaut. Nous travaillons en confiance, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend par le geste, par le regard. D'ailleurs, il n'y a plus que le regard, puisque tout le monde est cagoulé. Donc mais enfin, on voit bien l'œil. Et ben voilà, mais ça, c'est l'entraînement, c'est l'habitude, c'est la confiance réciproque. Hein. Il ne faut pas que le médecin devienne, comme je dis vulgairement, un boulet pour les policiers. Il ne faut pas que le policier ait sans arrêt le souci de protéger le médecin, de surveiller ce qu'il fait, de voir s'il ne fait pas une erreur, s'il ne s'expose pas. Non. Donc c'est un nouveau métier pour un médecin, mais c'est un métier passionnant. C'est de confiance dont vous nous parlez. En fait, tous les deux, dans vos professions, que ce soit la médecine ou l'armée, vous flirtez avec les notions de bien et de mal. C'est vrai aussi pour les entrepreneurs, mais c'est particulièrement prégnant chez vous. C'est vrai que cette notion du bien et du mal, vous en parlez beaucoup, hein, Renaud, dans ce livre qui prend tellement de hauteur. Et vous introduisez la notion, alors bien connue dans l'armée, du moindre mal. La notion du moindre mal. Et ça aussi, 15 ans après les faits, voilà, ça, plus de 15 ans, ça fait encore réfléchir cette notion. Oui, et d'ailleurs, je suis très heureux du dessin du caricaturiste que j'ai vu il y a... Enfin, c'était une photo d'ailleurs, mais commentée, que j'ai vu il y a 2 minutes, dans lequel Dieu reconnaîtra les siens. Et nous avons 2 auréoles, je ne sais pas pourquoi, parce que nous ne les méritons pas, mais en revanche, Dieu reconnaîtra les siens, c'est vrai. Parce que dans des situations extrêmement complexes comme celles que nous pouvons vivre, le bien et le mal ne partagent pas la société en 2 parties, les gens du bien, les gens du mal. Et c'est Solzhenitsyn qui a beaucoup dénoncé cette dérive dangereuse, hein, le camp du bien, le camp du mal, la classe du bien, la classe du mal. Les Américains sont très malheureusement friands de cette position géopolitique avec les Serbes qui sont diabolisés, Saddam Hussein qui est diabolisé. Et certes,
ils sont diabolisés, il y a des raisons de les diaboliser, mais ne pas travailler avec eux, c'est la pire des solutions. Et Solzhenitsyn explique très bien, et il le redit, mais je ne sais combien de fois dans ses livres et dans ses conférences, le bien traverse la nature humaine. C'est-à-dire que, donc, dans les situations dans lesquelles nous sommes confrontés, que nous affrontons, nous sommes toujours confrontés à chercher où est le bien. Et s'il faut liquider un assassin pour sauver des femmes enceintes, alors la notion de moindre mal, elle est contestée. Pour ma part, elle est contestable si elle devient un objectif en soi. Bon, de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc on peut y aller. Allons-y pour le moindre mal. Non, c'est pas ça. La notion du moindre mal, telle que je la conçois, et à partir des enseignements, je ne me suis pas concerté avec Bruno Le Maire, évidemment, mais de Saint-Augustin d'abord, qui a commencé à penser la guerre juste, et puis saint Thomas d'Aquin, qui a pensé un droit de faire la guerre, le jus ad bellum, et un droit dans la guerre qui a donné naissance ensuite à toutes les conventions sur les conflits armés. La notion du moindre mal, c'est simplement quand on n'y voit pas clair, quand on est dans le brouillard d'une situation très complexe, eh bien, où trouver non pas le bien absolu, qui est un horizon, qui est une ligne d'horizon, comme le dit très bien Chantal Delson, mais chercher un bien qui est moindre et quelquefois un mal qui est le moins dangereux, le moins victimaire possible. Enfin... Alors avant de vous poser la même question, Denis, juste petite lecture, extrait de votre livre. L'année dernière, il y avait le général Pierre de Villiers qui était là et vous le citez. « Si la vraie obéissance se moque de l'obéissance aveugle, comme l'écrit à juste titre le général Pierre de Villiers, je l'ai dit et je le crois, la discipline est la force principale des armées et le sens de la mission est sacré. Seul donc un événement extraordinaire, et on y est, peut conduire le soldat à ne pas obéir et l'homme politique, premier et seul décideur de l'engagement armé, doit en conscience toujours intégrer une telle éventualité. » Cette éventualité du moindre mal. Mais oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, et d'ailleurs, l'un de mes enfants qui a terminé mon livre il n'y a pas très longtemps me disait « Je suis très heureux parce que j'ai appris dans ce livre qu'il fallait apprendre à désobéir et c'est toute une éducation, c'est presque 40 ans d'éducation qui s'effondre. » Et bon, après... Alors, je ne dis pas qu'il faut apprendre à désobéir, je dis simplement qu'on n'obéit pas bêtement. La discipline aveugle est une discipline extrêmement dangereuse. C'est une question que se sont posées beaucoup d'officiers allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont von Kageneck, qui a écrit un livre absolument extraordinaire avec Elie Tsamar. Mais la discipline ne peut pas être aveugle. La discipline est la force principale des armées, c'est vrai, et ça ne doit pas changer. Mais pour autant, nous ne sommes pas, comme le dit Elie Tsamar, des lapins mécaniques. Et donc, il y a un moment où on ne peut plus, on ne peut pas. Vous citiez cet officier de marine que j'étais aux entretiens de Valpré quand il a... Ah, l'amiral Lajousse. Ouais. Voilà. Il y a un moment où on doit dire non. Et puis après, on en assume les conséquences. C'est tout le sens de la responsabilité illimitée. Ouais. Alors, malheureusement, comme il y a eu beaucoup de retard de prix sur le début, on va déjà s'acheminer vers la fin, mais je voudrais quand même revenir vers Denis Safran une dernière fois. Comment on forme sa conscience, en fait, de médecin d'opérations un peu particulières, comment elle s'est formée, cette conscience? Elle se forme déjà par l'exercice de la médecine pendant de très nombreuses années, par le fait que je pense que l'âge aide, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de conscience. Lorsque, je vais être très rapide, mais je voudrais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous êtes médecin dans un hôpital, vous recevez un blessé et on vous dit il a été blessé par la police. On ne connaît pas son histoire. On va le prendre en charge, on va le soigner comme tout un chacun, absolument sans aucun état d'âme. Lorsqu'on est médecin d'une unité comme ça de police et que lors d'une interpellation, le matin à 6 heures, l'interpellé est blessé, on va avoir à le prendre en charge. Mais on sait, nous, ce que ne sait pas le médecin hospitalier, on connaît toute l'histoire du type qui est blessé, que c'est un horrible proxénète qui a mis des mineurs dans la rue depuis des années, qu'il a tué beaucoup de gens, c'est un gros trafiquant de drogue qui entraîne évidemment des désordres sanitaires énormes. Mais néanmoins, s'il est blessé au cours de l'interpellation, il ne faut pas avoir d'état d'âme, on va le soigner comme tout un chacun. Et ça,
je dois dire que c'est pas compliqué, mais après on réfléchit, on dit finalement quand même, ce type-là qui a fait tellement de victimes, mais je m'en suis occupé quand même. Bon, alors évidemment on est dans les automatismes, mais ça n'empêche pas qu'on y réfléchisse. On y réfléchit, mais on le fait quand même, hein, je vous rassure. Merci.